Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour en plus un entretien particulier aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix par rapport à la semaine dernière, j'en ai tiré un enseignement, c'est qu'il ne faut jamais aller supporter son équipe de football favorite avant un entretien le lendemain sous peine d'extinction de voix. Mais je remercie encore Sophie Loubière d'avoir maintenu cet entretien et comme vous avez pu le voir, ou je vous invite en tout cas de le redécouvrir, c'est un entretien assez exceptionnel. Mais aujourd'hui, je suis avec Stéphane Brognard, l'aventurier, l'ultra-trailer, le préparateur mental, je suis très heureux d'être avec lui. On est chez lui au pied des montagnes vosgiennes. Vous voyez que je voyage un petit peu. J'étais à Annecy, à Paris. Maintenant, je suis au pied des montagnes vosgiennes, vraiment au pied. Et je suis avec Stéphane, que j'ai connu il y a 2 ans. Et je suis très heureux parce que au moment où je crée ce podcast, il y a maintenant un nombre de mois, j'avais dans l'idée d'interviewer Stéphane, mais qui était sur Galia 480, dont il nous reparlera un petit peu plus tard. Voilà, c'était pas le bon moment. Maintenant, il est là. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation et alors en l'occurrence chez toi, donc tu m'as invité à venir à ta rencontre. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Eh ben oui, alors je vais pas parler à la 3e personne, mais je vais parler au présent et à la première personne. Je suis Stéphane Brognard, avant tout vosgien, et j'aime le mettre en avant. C'est une certaine singularité, particularité, peut-être dans l'imaginaire de tous les auditeurs. Ce que peut être un vosgien, j'espère n'être pas loin de votre vérité. Je suis aussi un gaillard qui a effectivement été connu et reconnu dans le monde de l'ultra-trail, notamment autour des années 2013-2014 avec des performances de niveau mondial. Alors certes, ça c'est peut-être pour appâter ou la galerie, mais finalement c'est bien au-delà de tout ça. Je suis aussi issu d'un milieu très modeste où finalement le seul loisir qu'on pouvait s'offrir c'était l'activité physique. J'en ai découlé aussi de gesticuler à peu près dans tous les sens toute mon enfance, mon adolescence, etc. Et puis en arriver à faire du sport comme un sportif, comme on nous présente le sport en milieu occidental, qui est une manière un peu particulière d'avoir à tout prix besoin de monter sur un podium pour avoir une certaine reconnaissance du monde extérieur, mais qui n'est pas toujours branché développement personnel, bien au contraire. Beaucoup de faits de société, beaucoup de comptes rendus d'athlètes post-carrière nous racontent toujours des faits qui ne sont pas très glorieux d'un point de vue personnel et développement personnel. Donc moi, en 2009, j'ai totalement laissé de côté cette envie de à tout prix vouloir monter sur un podium pour avoir cette petite décharge de cocaïne ou je sais pas quoi, ou flatter son ego. Et en plus, je ne montais pas sur les podiums, donc comme ça, le problème était vite réglé. Mais on cavalait après. Je passais beaucoup de temps à justifier la médiocrité de mes performances par des excuses, comme beaucoup de sportifs. Et je ne pouvais pas continuer avec toutes ces frustrations et cette manière totalement déséquilibrée de continuer à vivre. Donc, j'ai fait une vraie pause dans ma vie et j'en suis arrivé à développer tout ce que l'on va développer au travers de ce podcast, qui était effectivement de ne pas vouloir focaliser à tout prix sur la performance, mais d'utiliser le sport comme un outil au service de quelque chose, d'une raison très profonde que je pourrais avoir au fond de moi, et de l'exprimer au travers d'événements remarquables, certes, aux yeux du grand public, mais qui pouvaient envoyer des signaux forts, un message, ou en tout cas qui pouvaient faire transpirer le plus profond de moi-même au travers de ça, et devenir un peu champion du monde de son monde, quoi. Voilà, c'est ce qui était le plus important. C'est un de tes slogans, devenir champion du monde de mon monde. Il y en a d'autres, je crois un autre qui est rendre
rendre possible l'impossible ou voilà quelque chose comme ça. Hein. Alors le rendre possible l'impossible, oui, parce que ça, ce sont des éléments qui nous font forcément aller dans des zones où nous-mêmes on ne serait pas capable d'aller, ou en tout cas qui nous donnent envie vraiment de se lever à 5 heures du matin, parce que une fois qu'on l'a crié haut et fort qu'on allait réaliser telle ou telle chose, en corrélation avec ce que l'on a envie d'exprimer au plus profond de soi, on se retrouve bien coincé, et quand il faut rendre possible l'impossible, ça donne une énergie terrible. Alors tu parles de 2009, je pense, je peux me tromper, mais je pense avoir entendu lors d'une de tes conférences ou une interview, je sais pas si n'hésite pas à me contrarier si c'est pas le cas, que tu dis j'avais le choix au fond dans la vie, c'est soit être voyou, soit être sportif, c'est ça? Alors oui, c'était ça. Alors c'était un peu plus tôt, c'est-à-dire que fin de l'adolescence, je ne faisais pas partie des personnes qui ont la chance d'être dans les clous de l'école. C'est comme ça, ma foi, tout le monde ne peut pas rentrer dans les clous de l'école, et il a bien fallu faire des choix. Alors quand j'étais au collège, effectivement, avoir été élevé un peu tout seul, à se débrouiller un peu tout seul, il arrive un moment où on ne sait pas pourquoi il y a cette main tendue d'un prof de sport à l'UNSS qui dit tiens, le mercredi après-midi, que de commencer à traîner avec des gars pour aller faire des conneries, tiens, viens par là, on va faire de l'UNSS, viens par là, je vais t'emmener faire du ski, viens par là, je vais t'emmener, etc., etc. Et on se rend compte qu'il peut y avoir une valorisation grâce au sport, et on se met à faire du triathlon, un sport un peu valeureux à l'époque, où on peut être pris pour quelqu'un d'extraordinaire, et donc incroyable, et nous voilà partis dans le sport. Sinon, oui, effectivement, on peut rapidement basculer, comme quoi le sport a aussi des vertus, jusque quand on arrive aux portes d'un autre monde qui est le sport spectacle, qui est le sport de très haut niveau, c'est autre chose. Mais jusque-là, effectivement, le sport, enfin, en ce qui me concerne, a été une belle formation, entre guillemets. Une belle formation à tous les niveaux, où on peut s'exprimer dans tous les sens du terme, et ça, c'était quand même, ça a été une chouette idée. Ouais. Non, 2009, c'est vraiment... C'est la bascule. C'est la bascule. Dans ma vie, il y a eu des années, on a toujours des moments, je sais pas, des années importantes, mais 2009 est véritablement une bascule. 2009, c'est véritablement ce moment où je fais 8 mois de pause, 8 mois de lecture, 8 mois de renseignement, 8 mois d'introspection, 8 mois d'analyse, hein, entre guillemets, mais efficace, hein, parce que c'était c'était très radical. Je me suis enfermé dans une cabane, je m'envoyais un bouquin par semaine, je travaillais plus beaucoup à cette époque-là, et il fallait faire quelque chose, quoi. Sinon c'était une balle dans la tête. J'exagère, mais on est comme ça aussi quand on a envie d'arriver à certaines choses, et quand on n'y arrive pas, on se dit il faut prendre le taureau par les cornes. Effectivement, il n'était pas possible de continuer de vivre de cette manière-là. Donc, j'ai fait un truc. J'ai voulu savoir comment ça fonctionnait le cerveau, comment les choses pouvaient être imaginées, que ce que je faisais, c'était une manière très occidentale, et je suis allé effectivement chercher dans tout un tas de documentation, des livres d'érudits bouddhistes, incas, musulmans, etc. Et en recroisant toutes les informations, je me suis rendu compte effectivement que avoir besoin d'un outil, défendre une cause noble personnelle au travers de ce que l'on fait, plutôt que de simplement se contenter de faire comme ça sans donner du sens, était vraiment important. À partir de là, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de m'entraîner, et je me suis dit en 2009, pour renvoyer un message fort à ce père qui avait passé toute son enfance à me raconter que je n'étais qu'un raté, et que c'est pas parce que je gesticulais, j'arriverai jamais dans le sport, j'arriverai encore moins un jour à avoir une médaille, et que effectivement j'arriverai pas à grand chose dans la vie. Je me suis dit au fait, je m'en suis rappelé, j'avais 30 ans, et je me suis dit mais c'est peut-être une bonne cause noble personnelle. Commençons déjà par donner tort à cette personne en allant faire un top 10 à l'UTMB. Alors faire top 10 à l'UTMB quand on est à peine capable de faire dans les 30 premiers à la course à la saucisse, ou qu'on abandonne une fois sur deux en 2009, c'est assez compliqué à imaginer. Et pourtant, à partir de ce moment où j'ai eu cette force intérieure de vouloir à tout prix donner tort à cette personne, il fallait passer par un top 10 à l'UTMB, parce qu'effectivement, cette grande course qui nous fait courir tout autour du massif de Mont-Blanc en courant, qui est assimilée dans ce monde de l'ultra-trail, donc c'est-à-dire courir longtemps sur des longues distances en montagne, est effectivement
effectivement est assimilé au championnat du monde. Donc effectivement, vous faire un top 10, monter sur le podium de cette course-là, était véritablement la possibilité par là même d'envoyer un message fort. Donc mon plus important, c'était pas de faire top 10 à l'UTMB. On flatte un peu son ego les quelques secondes de monter sur le podium. Mais moi, le plus important n'était pas là. Et surtout, le plus important, il était de dire qu'une démarche avait été opérée. C'est-à-dire que, effectivement, c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'était pas à tout prix nécessaire, entre guillemets, d'avoir des bonnes jambes, un bon cœur et ceci, pour pouvoir éventuellement réussir à faire des choses incroyables. Et je vais donner un exemple que je donne souvent en conférence pour imaginer cette histoire d'assouvir une cause noble personnelle. Vous prenez une personne, parisienne, secrétaire, plutôt dans la vie occidentale, très épanouie, etc., etc. Vous lui dites même contre rémunération d'aller marcher à 2 heures du matin pendant 30 km de nuit avec 40 cm de neige. Elle vous rigole au nez, jamais de la vie elle ne voudra faire une chose comme celle-là. Et elle a bien raison, entre guillemets. Et elle n'y voit aucun intérêt parce que effectivement, je vois pas comment elle pourrait avoir envie de faire ce genre de choses. Et puis cette personne part en vacances rejoindre des amis là-bas dans les Alpes, sa voiture tombe en rade au col du Lautaret, se retrouve obligée de rejoindre Valloire à pied, se retrouve avec ce qu'elle a dans la voiture et va marcher pendant X heures. C'est pas pour ça qu'elle aimera plus marcher, mais elle va le faire sans aucun problème et elle va le faire même vite. Et si vous lui demandez ce qu'elle fait là, elle dit j'ai une cause noble personnelle, me sauver la vie quelque part, me tirer de là. Enfin, je veux dire, je vais pas mourir dans ma voiture de froid. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans cet ordre d'idées-là et que ça, il n'y a pas besoin d'être sportif pour avoir besoin de ce genre d'éléments pour se sublimer. Et tout le monde au quotidien devrait, enfin je l'espère, être capable d'habiller et de donner du sens à ce que l'on fait au travers de vouloir réaliser quelque chose pour envoyer un message fort. Alors moi mon exemple était peut-être un petit peu pathos, mais il est le mien. Et puis voilà, et on parlera de la suite, mais effectivement une fois que j'ai eu ce postulat de départ, quand j'ai vu l'énergie que ça dégageait, ça m'a forcément donné envie aussi d'aller plus loin en accompagnant aussi d'autres personnes, notamment chefs d'entreprise et puis sportifs, dans cette idée de ne pas simplement se contenter de gesticuler entre guillemets, quoi. Voilà. Alors, tu parles de 2009. 2009, effectivement, c'est une année marquante pour toi. Tu t'enfermes. Tu vas devenir un des meilleurs ultra-trailers au monde parce que justement tu as une révélation qui est stop, on arrête de vouloir monter sur la boîte on se bloque pas d'objectifs. Et j'aurais qu'on revienne sur 2014, donc l'UTMB, parce que c'est une belle histoire aussi. Et puis il y en a eu d'autres derrière qui sont tout aussi belles. Mais 2009, donc tu t'enfermes, comme tu le dis, un petit peu comme un ermite avec des bouquins. Alors moi je suis à Rochesson, je suis chez Stéphane, et il y a toute une pile de bouquins encore là qui est là. Voilà, donc il est toujours entouré de bouquins, ça change pas. Tu t'enfermes, tu fais de la recherche sur toi-même, sur le cerveau, et à ce moment-là tout change. Tu dis que dans les interviews et les reportages que j'ai pu voir, tu dis que tu changes même radicalement ta manière de t'entraîner, c'est-à-dire en fait tu arrêtes tous les plans d'entraînement classiques, vais-je dire, et tu vas partir sur quelque chose qui te convient. C'est-à-dire tu as coutume de dire je préfère partir dans ma montagne, faire des heures à 8 km/h plutôt que de tabasser comme un fou dans une salle ou autour d'une piste. C'est ça qui a changé, c'est un tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de là semblent venir tes performances. Parce que c'est une belle histoire aussi, l'UTMB. Tu l'as fait avant de devenir top 10, je crois que tu l'avais fait déjà une fois avant. Et tu racontes que tu vas jouer sur l'UTMB où tu vas rentrer dans le top 10, tu vas jouer, tu dis j'ai pris ça comme un jeu. J'avais vu qu'une montagne c'est pas juste des montées, des descentes, il y a des aplats comme ça, des zones plates, et tu t'es dit je vais jouer à courir toutes les zones plates. C'est ça, et voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toute cette philosophie de sportif qui est assez inhabituelle en fait?
Faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, effectivement, ça demande quand même un certain niveau de compétence. Il faut certaines qualités, il faut être capable de certaines choses. Alors, moi, je suis parti dans l'idée que, effectivement, être un top 10 à l'UTMB, on n'est pas quelqu'un de tout à fait normal ou de tout à fait comme tout le monde. Alors, partant de là, je me suis dit, il faut déjà pas que je m'entraîne comme tout le monde. Alors, j'ai pris ce qui se faisait à peu près, que tout le monde s'entraîne, avec des méthodes très, très occidentales. Les plans d'entraînement sont grossièrement toujours un peu les mêmes. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas comme ça qu'il faut s'entraîner. Parce que ça, tous ces plans d'entraînement que l'on peut trouver sur Internet, que l'on peut trouver chez n'importe quel préparateur physique, sont des plans d'entraînement qui sont faits pour le mec qui est de deuxième à dernier. Je veux être premier. Enfin, en tout cas, je veux être devant. Et puis, je suis allé voir toutes les personnes, effectivement, qui étaient parmi les meilleurs. Et toutes ces personnes, il n'y en a pas un qui s'entraînait de cette manière-là. Eh ben oui, effectivement, sinon, il y aurait que des premiers. Je veux dire, c'est aussi ça, la recette. Ça veut dire, ne surtout pas s'entraîner comme tout le monde. Enfin, vouloir être comme les autres, c'est déjà pris, on sera pas soi-même. Donc, c'était déjà le postulat de départ. Mais après, alors je me suis dit, bon, alors il faut pas s'entraîner comme ça. Celui-ci s'entraîne comme ci, ce tel champion s'entraîne comme ça. Ah, donc ça veut dire que ça, c'est valable que pour lui, ça va pas être valable pour moi. Ah, ça me pose un gros problème. Donc, comment je vais pouvoir faire? Eh ben, je vais faire que je vais partir dans l'idée que je ne sais pas. Par contre, je vais essayer de faire un maximum d'erreurs le plus rapidement possible. Et la clé, effectivement, de mon plan d'entraînement pour faire de 2009 à 2014 top 10 à l'UTMB n'a été basé que sur une seule et unique chose, être friand d'échecs. Et pour être friand d'échecs, ça veut dire partir à faire n'importe quoi, peu importe, ou tenter des choses, ou on verra bien. En tout cas, le moment le plus important était effectivement de m'entraîner avec toute une technique de méditation en mouvement pour pouvoir garder son potentiel théorique et son potentiel réel très proche. Ça peut être largement un autre aspect, mais surtout, aller faire des compétitions. Je sais pas, il s'y passe tout un tas de choses dans cette compétition, et surtout, à la fin de cette compétition, moins d'un quart d'heure après l'arrivée, comme un chef d'entreprise après un bilan, comme après n'importe qui, après un événement remarquable, mettre tout de suite au clair ce qui va pas et ce qui va bien. Là où, effectivement, il y a des points d'amélioration, ça va toujours pas, là je suis pas bon, là je suis pas bon, là je suis pas bon, là je suis très bon, là je garde et là je garde. Et à partir de là, qu'est-ce que je mets en place pour que ces points négatifs deviennent des points positifs? Quelle démarche je mets en place? Comment je résous le problème? Et tu parles de 2014 et de 2013. 2013, donc je fais 14e, je mets 24 heures pour faire l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et au cul de la course, c'est comme ça qu'on dit dans le monde du sport, je trouve un papier rapidement, parce que je ne retrouverai plus mon dossard arrivé à l'hôtel. Parce que d'habitude, il le fait sur le dos du dossard. Le dos du dossard, voilà, c'est vraiment... Je n'accrocherai pas mes dossards dans mon garage pour flatter la galerie, comme ça, regardez, j'ai fait plein de trucs. Non, moi, ils sont tous retournés dans une pochette, avec à chaque fois tous les plus et les moins. Et je note effectivement que, comme tu le disais, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est un ensemble d'une dizaine de côtes, étalées sur 170 km. À chaque fois, on monte des grands cols, 900 mètres de dénivelé positif, etc., etc. Mais effectivement, on n'est pas dans des bosses linéaires, on est dans quelque chose qui monte effectivement 900 mètres avec des petits bouts de replat. Je me suis dit, si j'ai la capacité de pouvoir recourir sur ces petits bouts de replat, je pense que ça peut, sur 170 km, sur 10 côtes de 900 mètres de positif, ça peut déjà faire un paquet de secondes, un paquet de minutes. Et à partir de là, je veux dire, ça, c'est un exemple. Depuis 2009, c'est des centaines d'exemples comme ça pour en arriver un jour à faire top 10 à l'UTMB. Et je n'ai basé mon entraînement que là-dessus. Alors ça a été vraiment sur l'aspect concret pour pouvoir être capable d'avoir des éléments à me nourrir pour être plus performant le coup d'après. Parce que la compétition, l'événement, à chaque fois, c'est-à-dire que chaque séance, chaque compétition doit avoir du sens pour être un jour capable de faire top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc forcément que de la compétition, préparation, même 3 ans avant, va découler les entraînements de la semaine d'après ou des mois d'après. Et la compétition d'après, chaque compétition avait 2 objectifs. Donner le meilleur de soi-même et être capable d'avoir des éléments pour être meilleur la fois d'après. Et pour donner le meilleur de soi-même, c'est être proche, en tout cas, donner le meilleur de soi, c'est être le plus proche possible de ce que je suis, de mon potentiel théorique. Alors, être le plus proche possible de son potentiel théorique, je vais le schématiser, et ça fait pas tellement longtemps que j'ai découvert cette astuce pour expliquer ça aux gens, parce que c'est pas évident.
quand vous faites du sport, et dans mon cas, je suis dans l'idée de vouloir réaliser le championnat du monde des rallyes WRC. Donc je passe tout mon hiver à préparer une voiture pour la faire passer du statut de 4L à Subaru, donc une caisse très renforcée avec un bon châssis, des bonnes armatures, des bonnes roues, enfin une bonne caisse. À partir fin de l'hiver, je commence à mettre un moteur là-dedans. Donc on travaille beaucoup les poumons, le cœur, les tuyaux, etc., etc. Et une fois que j'ai moi Subaru, je suis plutôt fier de moi en sortant d'hiver. Il faut mettre un pilote dans la voiture parce que c'est bien beau d'avoir une Subaru. Si le pilote, ma tête, n'est pas dans la voiture, je vais pas y faire grand-chose. Et bien souvent, on a affaire à des personnes, le fameux champion de l'entraînement, le mec a une Subaru, certes. Mais le jour de la compétition, si le pilote commence à être un petit peu dans la voiture du voisin, commence déjà à être à la buvette au ravitaillement 5 km plus loin alors que la voiture est là, enlever Sébastien Loeb de sa voiture en plein milieu de la spéciale, je peux vous dire que ça finit. La Subaru ou la Super Citroën va vite retrouver le statut de 4L, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, ça a été un élément. Ça a été un élément de travail énorme, de tout faire pour garder ma tête là où se trouvait mon corps. Ici et maintenant, c'est vraiment, là on est vraiment purement et simplement dans de la méditation, donc il a fallu travailler toutes des techniques pour effectivement à aucun moment aller mettre le pilote ailleurs et bien le laisser dans sa voiture, bien fermer les vitres, couper la radio, ne pas discuter avec la blonde à côté, ne pas passer un coup de téléphone et être capable d'être à 170 sans ne rien rater. Alors, pour deux raisons. Si je ne rate rien, je suis sûr de pouvoir exploiter au maximum le potentiel de ma voiture de rallye. Si je suis totalement concentré, ça c'est pas difficile à comprendre. Mais surtout, arrivé à la fin de la spéciale, arrivé à la fin de la course, j'ai plein de choses à dire à mes ouvriers, à mes mécanos. Eh les gars, j'ai remarqué que dans tel type de virage, je suis... comment on peut le faire? Si le mec au téléphone, il le sent pas. Et il a pas donné le meilleur de sa voiture. J'étais exactement dans cette attitude. C'est-à-dire, effectivement, quand j'avais terminé, alors moi, j'ai pas la chance d'avoir des mécanos, on n'a pas les moyens quand on fait l'ultra trail. Donc, je me parlais à moi-même, mais enfin, j'allais chercher les compétences chez d'autres, etc., etc. Et je crois que la méthode, j'étais un peu près sûr déjà d'avoir un entraînement qui me correspondait le mieux parce que on était dans des choses qui avaient du sens par rapport aux compétitions d'avant, etc., etc. Donc il n'y avait pas de méthode universelle. Et cette méthode-là, je suis encore en train de le dire, notamment à des chefs d'entreprise, en leur disant attention les gars, ne passez pas votre temps non plus à mettre votre paquebot, parce que bien souvent c'est pas des voitures, c'est des paquebots qu'ils ont arrêté que le capitaine soit dans le bateau d'à côté ou dans la compagnie d'à côté. Laissez-le bien là. Alors oui, de temps en temps, on ouvre pour voir un peu ce qui se passe, mais en tout cas, vaut mieux être locomotive que wagon, quoi. Ah ouais, ouais. Alors, encore un point sur avant qu'on passe à la suite. En 2000, tu dis souvent que y a une notion de jeu. Tu parles de jeu dans ton approche. Et tu racontes cette anecdote que en 2014 il te reste je crois une dizaine de kilomètres et on te dit ouais, c'est super Stéphane, t'es dans les 10 et tu dis ça a été terrible pour moi parce qu'à ce moment-là on m'a déconcentré alors que vraiment je voulais surtout pas savoir. Et d'ailleurs c'est un de tes trucs, c'est revenu je crois sur d'autres compétitions, tu veux absolument pas savoir où en sont les autres, tu veux absolument pas savoir où tu en es, tu as besoin d'être totalement concentré sur ton jeu, j'ai envie de dire, parce que c'est un mot que t'emploies. C'est le jeu. Je préfère toujours dire aussi qu'il vaut mieux le jeu que l'enjeu. L'enjeu, on va en parler. C'est ça qui t'a bloqué. 100 mètres après la ligne d'arrivée. 100 mètres avant d'arriver, on va pouvoir parler en jeu. Avant, on parle de jeu. Jouer. Alors jouer, on joue au foot, on joue pas au vélo, mais on trouve toujours son petit jeu à l'intérieur de tout ça. On trouve toujours à jouer. En tout cas, jouer, c'est aussi, comme on le dit, c'est je suis allé jouer à recourir sur tous les replats. J'étais pas là pour faire top 10. Bien sûr qu'en arrière-pensée, le top 10 est plus qu'important, mais évidemment que le top 10 est important, mais à l'intérieur même, si la partition a correctement été écrite, Mozart, il se cassait la nénette à écrire une partition. Quand il allait dérouler sa partition, il était en train de jouer, effectivement. Et pourtant, l'enjeu, c'était de faire ça de façon impeccable, devant un parterre pour la première fois. Et là, il y avait vraiment nécessité, je veux dire. Donc, finalement, on est exactement là-dedans. Le jeu plutôt que l'enjeu. Et oui, pour revenir à cette partie importante de ma pratique, qui était
vraiment quand j'étais dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose où on minimise totalement les parts d'incertitude. On a tout prévu, tout organisé. Le moindre petit truc, bon, il arrive toujours des incertitudes, mais enfin, on les a tellement minimisées qu'il y en arrive très peu finalement. Et que ça allait jusqu'à, pour éviter d'avoir mettre mon pilote ou ma tête ailleurs que dans mon exercice, et donc d'être proche de mon potentiel théorique, de pas en être éloigné. Je n'ai pas le choix. J'ai un potentiel, il est ce qu'il est. Bon, voilà, ça y est, on le fait évoluer. Des fois, il baisse jour, nuit, 80 ans, 30 ans, peu importe. Mais en être le plus proche, c'est aussi un gage de réussite, et c'est aussi la possibilité de s'offrir des moments plus que particuliers avec soi-même. Et pour y arriver, effectivement, il faut couper tout ce monde extérieur. Donc, la montre, c'est une influence, savoir quelle place je suis, savoir en combien de places, à combien de temps est celui qui est derrière. Non, je suis en permanence dans l'idée que je suis un fugitif, que est-ce que je suis toujours, j'ai pas le choix, sinon je vais me faire rattraper, j'en sais rien. Enfin, mais je suis tout seul. Donc, on n'a pas le choix de se dire, ah bah c'est bon, j'ai de la marge par rapport à celui dernier. Non. En permanence, je suis toujours dans une fuite. J'y vais, quoi, parce que sinon il va me rattraper. Ou j'imagine que je pourrais toujours rattraper celui de devant, mais je n'ai aucune information. Et effectivement, à la Floria est une petite buvette accrochée dans la montagne quand on redescend de la Flégère pour aller sur Chamonix, endroit très merveilleux, très sympa. Et arrivé à ce moment-là, effectivement, peut-être que ma bulle étanche devenait un peu poreuse, et quelqu'un sur le bord me dit, c'est incroyable, tu le mérites tellement, te voilà top 10 à l'UTMB. Et à partir de là, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que je suis tombé dans l'enjeu, et je suis tombé dans un moment où les douleurs dans les jambes, la foule était totalement désordonnée, c'était plus du tout adapté, les trois quarts de mon pilote étaient déjà sur la ligne d'arrivée, avec les strass et les paillettes, j'ai envie de dire. Donc ça a été terrible. C'est les 4 derniers kilomètres les plus durs de toute ma carrière, alors que ça aurait pu être les plus beaux. C'était le plus compliqué, mais sauf les derniers 100 mètres, parce qu'on vit juste un moment incroyable à Chamonix quand on sait qu'on y est arrivé. Mais effectivement, comme quoi ça peut rapidement, quand l'enjeu prend le pas, ça déraille très rapidement, parce que c'est plus fort, et jouer c'est quand même plus facile entre guillemets, et on est plus soi-même quand on joue que quand on veut correspondre et coller un enjeu. Ça vient après. Ça vient quand le boulot est fait, j'ai envie de dire. Voilà. Alors 2018 arrive une autre grande aventure, le Mercantour. Le Mercantour, pour nos auditeurs, c'est 220 bornes, 13 000 de dénivelé positif, et tu le fais en moins de 2 jours, en fait, en 47 heures. Et là, c'était aussi c'était le début, c'était un peu la bascule déjà avec l'aventure, hein, parce que le Mercantour en solitaire, c'est déjà une aventure, tu le dis toi-même d'ailleurs. Hein. Alors, exactement, la bascule s'est même fait alors en 2017, quand je reviens de la Diagonale des Fous, oui. en 2017. Ça, c'est un passage clé, tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette démarche très compétitive, pour pouvoir assumer cette envie de vouloir aussi se réaliser au travers d'une cause noble, etc., etc. En 2017, je franchis la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous, et là, pour la première fois, je n'ai pas véritablement envie de retourner le dossard. Je suis beaucoup moins dans la recherche-développement, et je suis peut-être arrivé à un moment qui s'appelle la zone de confort, c'est-à-dire effectivement, je vais dérouler une partition qui semble à peu près jouée. Je commence à vieillir, je ne vais pas forcément pouvoir continuer encore même à améliorer des potentiels. Donc là, finalement, je pars dans quelque chose où je me dis, je vais commencer à fossiliser, coaguler. Donc, il serait vraiment nécessaire de pouvoir rapidement, pas me relancer, mais en tout cas passer à une autre cause noble personnelle. Et le deuxième étage de la fusée a été de vouloir peut-être en vivre, après avoir donné tort à cette personne, et de sentir qu'on était capable de crédibiliser une démarche qui pouvait aussi me donner la possibilité d'accompagner aussi les personnes, de passer un diplôme des préparateurs mental pour sportifs de haut niveau, etc. Bien sûr, je vais vers l'idée de vouloir, en feuilletant sur un téléphone, me dire, et si je me donnais un impossible qui ait du sens avec effectivement l'idée de vouloir monter une entreprise autour de tout ça. Je cherche et je me dis, je vais traverser l'océan Pacifique à la rame. Bon, et pour être capable de monter tout ça, il a fallu monter tout un projet dont je n'étais plus au centre, parce que je n'étais plus tout seul. Ça, c'est fabuleux aussi, cette démarche. Hein. Je le dis pour nos auditeurs, c'est le travail que fait Stéphane. On a l'impression que c'est un aventurier, un sportif solitaire, mais en fait,
il a réussi à monter toute une équipe sur ce projet et il a quelque chose d'une grande humilité parce qu'on parlera un tout petit peu tout à l'heure, bien sûr, de 2020 qui a été une année extraordinaire. Stéphane dit moi finalement là-dedans je suis rien. Je serai juste le manutentionnaire, c'est-à-dire le mec qui va ramer et éventuellement celui qui parle à la télé. Mais c'est l'équipe qui va faire que le projet réussisse. C'est-à-dire en fait, tu mobilises autour de toi toute une équipe. Alors, je mobilise, mais j'essaye de pas forcément mobiliser autour de moi, mais j'essaye de mobiliser autour d'un projet. D'un projet, pardon. Voilà, non, mais tu as raison de le préciser. C'est vraiment la clé. Tu as raison, c'est vraiment la clé. Et je me suis dit, tiens, si j'arrive à le réussir au travers du projet Etarchos, donc c'est Socrate à l'envers, et on en reviendra forcément. On en reparlera à la fin, oui. Mais pas que. Et si tu veux, quand je me dis, bon, là, on est dans un projet professionnel et le fait d'aller poser des aventures est aussi quelque part un spot de publicité. C'est-à-dire que si j'arrive, et ça se fait sans mal, hein, d'ailleurs, Etarchos, ça a été... forcément, c'est compliqué. Et c'est comme tous les projets professionnels, j'ai envie de dire. Mais là, on était dans le mode associatif. Je me dis, mais si la démarche fonctionne plutôt bien, c'est vraiment bien, je vais pouvoir aussi la décliner dans le monde de l'entreprise que j'aimerais créer. Donc, l'idée, ça a été, le projet, c'est quoi ? Un être humain, à bord d'un bateau, doit traverser le Pacifique à la rame. Ok. Et puis ça c'est la roue d'un vélo, c'est le moyeu entre guillemets, c'est le cœur nucléaire et on tire des rayons et au bout à la pointe de chaque rayon, tous à la même distance. Hein, chaque rayon, il n'y a pas un rayon plus court ou plus grand que l'autre. Il y en a pas qui sont plus proches du projet. C'est vraiment ce qu'on appelle nous du management collaboratif. C'est exactement ça. Alors moi c'est dans mon imaginaire, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas été dans les grandes écoles pour apprendre tout ça. Et je me dis tiens je vais mettre une personne, mais je vais pas mettre une personne avec qui je vais partir en vacances. Je vais mettre une personne qui a la compétence-là. Le reste, à la limite de sa personne et de sa vie, et d'ailleurs, dans toute cette équipe, je ne partais pas en vacances avec la moitié, hein, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, cette personne, je suis allé voir et je lui ai dit, est-ce que toi, tu te sens capable de développer cette compétence-là au sein de ce projet ? Mais rien d'autre. Ça veut dire que j'aurais quand même l'impression qu'autour de ce projet, il n'y ait que des winners. Ça me semblait important de ne pas avoir de gens à qui que ce soit, et à un moment ou à un autre, qui que ce soit, et l'envie de dire, ah, il fait pas bien ça, ou je sais pas. Non. Toutes les personnes qui étaient là, n'exprimaient que leurs points forts et avaient forcément le leadership dans ce secteur-là. Point barre. Ça m'importait d'avoir et des gens qui ne s'expriment que là où ils se sentent bien. Vraiment, à l'inverse de ce que des fois à l'école, on n'arrête pas de nous mettre le doigt là où on n'est pas bon. Non, je voulais mettre le doigt là où on était bon et à aucun moment, si on voyait qu'une personne pouvait se retrouver en porte-à-faux ou éventuellement dans une situation délicate parce qu'elle débordait un peu de son champ de compétences ou de son champ où elle était à l'aise, eh ben on préférait peut-être mettre quelqu'un de plus ou effectivement mettre quelqu'un d'autre. Mais ça me semblait vraiment clé. Donc, et le projet Etarchos s'est monté comme ça. D'un point de vue sportif, pour revenir au Mercantour, j'ai voulu aussi tout doucement rentrer dans le monde de l'aventure. Alors le monde de l'aventure, il est beaucoup plus proche effectivement du monde de l'entreprise, parce que là, on n'est plus à vouloir minimiser toutes les parts d'incertitude pour avoir un maximum de rendement en mettant tous les autres curseurs tout en bas, et on a qu'un qui est totalement dédié qu'à ça, et là on est à un niveau de performance extraordinaire. Non, là on est dans une réalité de vouloir parvenir à aller jusqu'au bout d'un projet en gérant tout un tas d'incertitudes qui nous arrivent sur le paletot. C'est un peu ça la définition de l'aventure. Donc je me suis dit que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs ce monde-là. Encore moins celui de vouloir créer une association avec un être humain au milieu, un bateau et tout un tas de personnes et de compétences à avoir que je ne découvrais totalement. Moi, totalement enfermé dans mon petit monde, etc., etc. Et donc, je suis parti traverser... Alors, ça a été dans un premier temps... La première des aventures, ça a été le Tour des Vosges à Skirou. Oui. Donc j'ai voulu que ça parte des Vosges, le projet Etarchos. Je voulais me mettre en danger dans un sport que je maîtrisais sans plus. Et là, je me suis dit, je vais faire tout le tour du département des Vosges pour aussi montrer que le projet Etarchos est un projet qui part des Vosges. Donc j'ai fait tout le tour, 480 km, 40 heures. 7300 mètres de dénivelé C'était positif juste, et 42 heures. Magnifique. J'ai découvert des tas de routes autour de chez moi que je ne connaissais pas. Enfin, c'était fabuleux. Toute une bande qui était là aussi dans le projet Etarchos. Magnifique. Ensuite, je suis allé traverser la Corse. Enfin, j'ai fait Marseille-Calvi en kayak. Kayak, oui. Et en équipe, oui. Voilà, parce que lac de Gérardmer,
Le Pacifique, il fallait peut-être une étape intermédiaire. Donc effectivement, en kayak, j'ai la chance d'être ami avec Mathieu Péché, qui était médaillé olympique en kayak, en canoë, et champion du monde. Donc ça a été la possibilité, avec un bateau suiveur, de traverser en kayak. 70 heures après, on arrivait à Calvi, avec des moments de pause sur le bateau qui me ramenaient au point GPS où j'étais pour ne pas rater une miette de kayak, enfin de canoë, de kayak. C'était vraiment super. Et puis après, je me suis dit, je vais faire un dernier baroud d'honneur. J'avais déjà impulsé ça avec la traversée des Vosges et du Jura. Et là, je me dis, tiens, je vais faire une dernière grande traversée en mettant un véritable temps de référence qui a été battu que 2 ans après d'une demi-heure à peu près, de partir traverser le Mercantour. Pas mal de trailers y étaient allés, pas mal n'étaient pas arrivés au bout, enfin en tout cas d'une traite, pas mal s'étaient cassé les dents. Je dis, je vais relever le défi et je vais le refaire sans reconnaissance. On a l'habitude, dans ce genre de sport, quand on veut aller établir un temps, d'aller faire des reconnaissances. Là, j'y suis allé à l'aveugle. Entre guillemets, j'étais dans l'attitude de celui qui était au départ et le décor défilait sous ses pieds et à un moment d'arriver à la mer. Et là, il a fallu vraiment être capable d'optimiser chaque instant, sans avoir aucune idée de ce qui allait m'arriver plus tard. Et là, véritablement, je trouvais ça chouette, moi, parce qu'un chef d'entreprise, il sait qu'il a envie d'arriver à un truc, il sait pas du tout par quoi il va passer, et bien souvent, il ne se lance pas, parce que il ne sait pas par où il va passer. Moi, mis à part avoir été jeter un œil sur une carte, je ne savais pas grand-chose. Et un chef d'entreprise, il sait à tout prix vers quoi il veut aller, mais il sait pas vraiment par où il va passer. Oui, voilà. Enfin, il sait pas par quoi. Il sait pas ce qui va arriver. Il sait grosso modo qu'il va y avoir un bilan, il va y avoir peut-être une étape intermédiaire avec du recrutement ou l'agrandissement de son bâtiment, mais ça va s'arrêter à peu près à ça. Et j'ai voulu aussi montrer que la démarche, elle était effectivement d'aller se jeter dans l'aventure sans prendre les codes. Et donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette aventure. J'étais plutôt fier pour mon dernier baroud d'honneur sur du très long en ultra trail. Et ensuite, je suis là pour le coup vraiment rentré dans l'aventure Pacifique. Et puis voilà, il y a eu des événements et c'est ça aussi la vie d'un aventurier, des événements ont fait que je n'ai pas pu notamment faire un run d'essai qu'on appelle au large de Brest avec mon bateau. Une météo exécrable. Lorenzo passait par là avec des impossibilités, des interdictions franches d'aller en mer. Donc je voulais être largué 500 000 nautiques au large de Brest, profiter du vent et du courant. À la rame, on ne peut pas aller contre vents et marées. Donc c'était l'idée. Bref, ça n'a pas pu se faire. J'étais bien embêté parce que déjà, j'essuyais un échec. Je voyais bien que ça pétouillait quelque part, qu'il y avait des tiraillements de la part des partenaires, de la part aussi des gens dans l'équipe. Tout le monde commençait à se demander comment tout ça allait pouvoir se réaliser, d'aller dans le Pacifique. Et puis, 15 jours après, je partais à Fuy pour m'entraîner avec mon ami Benoît. Et coup de téléphone des Bretons, il me dit, écoute Stéphane, les conditions sont relativement pas si mal que ça en ce moment. Est-ce que tu ne verrais pas faire un Atlantique à la rame et quelque part on repousse le Pacifique, mais en tout cas fais déjà un Atlantique. Les conditions sont bonnes en ce moment. C'est quand même pas le Pacifique, mais le Pacifique c'est 3 fois plus gros. Ce serait pas mal. Branle-bas de combat, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est aussi ça. Faut s'adapter en permanence. Et 2 mois après, effectivement, le 14 février 2020, je partais depuis El Hierro pour traverser l'Atlantique et non le Pacifique. Et après. La suite de l'histoire. Alors on y est maintenant dans cette aventure atlantique, parce que tu parlais des conditions météo qui n'étaient pas trop mal, mais tu as eu des conditions terribles sur l'Atlantique aussi, parce que bien sûr, alors ça c'est quelque chose qui est remarquable chez toi, c'est moi je te suis depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, sur tes publications, etc. Il y a quelque chose qui est remarquable. C'est la préparation. Tu as une volonté farouche au moment où tu te prépares. Tu rames pendant des heures devant un mur vert voilà, il me montre qu'il est là-haut sur un rameur comme ça des heures et des heures et des heures tu lâches rien, c'est-à-dire à aucun moment tu n'as le doute. Alors c'est sans doute cette cause noble dont tu vas bien nous reparler tout à l'heure, mais t'as pas de doute là-dessus. Tu es capable de passer des heures devant un mur à ramer, alors que tu as toujours été un coureur, et qui pour ramer des heures et des heures, 8 à 10 heures par jour sur l'Atlantique. Et là, tu pars. Vas-y. Ça, c'est la cause noble est là, mais surtout, alors nous, en l'occurrence, mais je crois que c'est dans à peu près tous les domaines, on a besoin d'agresser. Alors nous, c'est le corps physique, alors ça se constate, ça se voit. Il faut l'agresser pour qu'en retour, le corps mette en place des adaptations pour que ça ne devienne plus une agression. Donc,
Agresser son corps, c'est parce que c'est des fois délicat aussi dans la tête des contemporains qui ne font pas de sport, de se voir regarder ces gens se faire du mal pour eux. Effectivement, on se contente simplement par l'œil extérieur ou par les récits, on voit bien que les gens se font du mal physiquement. Effectivement, c'est dur. Effectivement, on voit bien qu'il y a de l'agression, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a véritablement de la difficulté dans ce qui est dans la tâche qui sont en train de réaliser, mais c'est pas du masochisme du tout. Bien au contraire, on est tout à fait conscient, et moi le premier, de savoir que j'ai besoin d'agresser mon corps, qu'en retour, il met en place des choses dans le corps qui me permettent à ce que ce ne soit plus une agression, etc., jusqu'à avoir le niveau requis qui nous permettent de poser des événements remarquables qui vont assouvir notre cause noble personnelle. Donc ça ne nous pose aucun problème, cette démarche-là. Oui, c'est difficile. Aucun être humain ne serait capable de supporter 42 km devant un mur vert d'une austérité incroyable, mais effectivement... Oui, parce que t'as même pas mis, de téléviseur, t'aurais pu mettre des choses pour, voilà, pour te passer le temps, non, t'es vraiment devant le mur. Hein, bien sûr, et justement, je veux dire, effectivement, je ne suis pas plus bête qu'un autre, si je ne suis pas capable d'avoir de cette démarche, que je sais que je vais faire ça, que ça va agresser mon corps, qu'en retour il met en place des choses dans mon corps qui me permet de pouvoir assumer une traversée de l'Atlantique ou du Pacifique à la rame pour assouvir ma cause noble personnelle, jamais de la vie je fais ça. Mais évidemment, enfin je veux dire, à moins d'être drogué ou totalement malade, je veux dire, au moins d'avoir vraiment perdu un sacré pari à Noël, quoi, je veux dire, ou à l'anniversaire. Mais sinon, effectivement qu'on ne le fait pas. Donc, ne jamais oublier que ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de totalement austère ou de totalement débile ou à vraiment à se dire mais c'est pas possible, il a pas de cerveau ou il débranche. Non, c'est très connecté au contraire. Le débrancher le cerveau, ça n'existe pas. Peut-être chez certains militaires, ou j'en sais rien, mais là c'est au contraire, tout est très connecté. Tout est très connecté, tout est calculé, tout est anticipé, tout est prévu et que ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est pour une démarche qui aura un résultat que dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Donc, je veux dire, rien n'est fait par hasard, vraiment. Et ça me semble clé aussi quand on est dans une démarche professionnelle, que ce soit dans le sport ou dans sa vie de tous les jours, il est quand même inconsidéré de ne pas avoir déjà imaginé les choses. Mozart savait exactement comme il avait écrit sa partition. À chaque fois qu'il jouait, la note là est pas très bonne. On peut pas tout écrire et tout faire, mais on règle. Mais tout a du sens. Tout doit être sens dès qu'on fait effectivement quelque chose. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ton. Mais on ne fait pas ça comme ça, quoi. Ouais. Alors, l'Atlantique, c'est parti. Tu démarres, t'as un temps dégueulasse au début, juste pour ton baptême, pour bienvenue sur l'océan en fait. C'est ça. Et là encore, je lisais on avait les bulletins qui nous revenaient de temps en temps. On se disait mais c'est pas vrai quoi. Quand est-ce qu'il va arriver? Il va pas. Et tu vas mettre 72 jours. Alors la plupart l'Atlantique à la rame. Quand on veut faire l'Atlantique comme moi je l'ai fait, on part effectivement entre Dakar et les Canaries parce qu'on a un courant qui s'appelle le courant nord-équatorial. On a le vent qui s'appelle le Gulf Stream. Alors, ils existent sur le papier, mais... Alors, de temps en temps, ils m'en envoyaient, mais pas souvent, quand même. Oui, il t'a pas beaucoup aidé, là. Non, il m'a vraiment pas beaucoup aidé. Alors, c'est les transformations aussi, Actuellement, se passe un grand nombre de métamorphoses dans le monde marin, comme dans le monde tout court, au niveau de l'écologie. Et effectivement, on se retrouve dans des situations où ce courant nord-équatorial commence à tout sauter, ce Gulf Stream commence aussi à tout sauter. Et c'est bien dommage parce que c'est aussi un garant d'avoir une certaine douceur dans nos pays parce que cette masse d'eau qui arrive vers les Caraïbes se charge et arrive au niveau de la Floride, pleine balle vers la Bretagne. Arrivé en Bretagne, chargé d'eau chaude, vient buter et redescendre tout doucement vers l'Espagne, mais le vent qui continue accompagne pour amener de la douceur très loin dans les terres. Tout ça s'arrête, ça sera pas pareil, quoi. Donc effectivement, et beaucoup de personnes s'offrent ce voyage en voilier là des Canaries jusqu'en Martinique, génial. Bon, là un coup il y était, un coup il y était pas. Les 4 premiers jours, effectivement,
pas un seul coup de rame, 50 000 nautiques, projeté vers le Cap-Vert, dans les conditions. Donc je sortais du lac de Gérardmer, moi, donc c'est pas très évident. T'avais fait le Léman avant. Alors j'avais été un petit peu au Léman pour faire des tests, mais on n'en était pas non plus à imaginer que dans ce bateau. Alors j'ai été effectivement confronté à la mer pour de vrai, dans cette petite coquille de noix, et il a fallu faire face parce que je ne me voyais quand même pas appuyer sur le bouton. Alors, et d'une par fierté, et d'une autre que j'avais suffisamment embêté de personnes pour que ce bateau puisse partir dans les temps, ça a joué, et plus renforcé effectivement d'une véritable cause noble. Je me suis dit, quitte à avoir de l'aventure, encore heureux que ça se passe comme ça, parce qu'au moins je serais à peu près capable de dire que c'était une véritable aventure si tout s'était bien passé. Éventuellement, à tous les messages à qui j'ai envoyé les personnes, ils se seraient encore trouvé le moyen de dire que c'était facile. J'exagère, je le dis en rigolant, mais de toute façon, il y avait aussi une motivation du pas le choix. Et quand on est dans ce genre d'aventure, on n'a pas la possibilité, d'autant plus qu'il y avait très mauvais temps. Alors, pour aller rechercher une coquille de noix là-dedans, c'est juste pas possible. Tant qu'on n'était pas dans les situations c'était dramatiques. sans assistance, hein, c'est en solitaire et sans assistance. En solitaire, sans assistance. De toute façon, assister à un bateau de cette envergure, c'est assez compliqué parce que déjà, même un bateau voilier, vous enlevez toutes les voiles et tout, il a beaucoup plus de portance au vent, donc il irait toujours plus vite. Il faudrait qu'il revienne, qu'il machin, ce serait pas possible. Donc, effectivement, j'avais à bord 70 jours de bouffe. On m'avait dit, mais non, Stéphane, 45 jours, t'as la caisse, tu vas voir, ça va bien passer. Oui. Quand je suis arrivé au milieu en 35 jours, je leur envoyais des messages. C'était mon seul jeu. Les gars, je commence un peu à tendre le dos. Alors, j'ai un peu rationné. Mais alors, les mecs à bord, mais non, t'as pas à t'inquiéter. Mais quand vous êtes tout seul en mer, je peux vous dire que le moindre truc prend des proportions et on flippe parce qu'on est tout seul au milieu de la mer. Il n'y a pas de supérette. Donc c'était des moments, plus que particuliers parce que effectivement je rentrais d'un pas dans ce que je cherchais. Ça veut dire aussi être crédible au point d'avoir été mettre en place une démarche, d'aller jusqu'au bout, collective et formidable spot de publicité qui peut aussi attirer l'attention et que derrière je puisse aussi expliquer que ça ne s'arrête simplement pas à cette idée de vouloir réaliser une performance. Qu'elle était aussi de crédibiliser toute une démarche personnelle, professionnelle et collective. Ouais. Oui, dans le collectif, tu y associes aussi naturellement tes partenaires, tes sponsors. Alors, tu parles plus de sponsors, tu parles vraiment de partenaires. À ton niveau, tu dis, voilà, on est au-delà de ça. Tu as une grande marque automobile qui est Opel qui te soutient. On parle, il y a Céramique qui te soutient. Enfin, voilà, t'as eu beaucoup de gens qui t'ont soutenu dans cette démarche. Alors, l'Atlantique, tu as un projet de livre, me semble-t-il, où tu... Le livre est en cours. Alors, le livre ne raconte pas forcément que l'Atlantique, parce que vouloir simplement aller raconter des faits d'aventure comme ça pour épater un peu, bon, ça n'a pas grand sens entre guillemets, mais comment on en arrive un jour à avoir envie de traverser l'Atlantique? Et tout ce que là on vient d'évoquer rapidement, c'est aussi ça le cœur du livre, c'est quelle démarche, comment on opère pour un jour traverser l'Atlantique à la rame. Ça m'importe, et comment on va aller vers aussi d'autres aventures, et que le Pacifique, comme par exemple on évoquait le Pacifique, dans mon livre sera évoqué aussi le Pacifique. Post-Atlantique, avec ce que j'avais vécu, je ne me voyais pas du tout recommencer exactement à refaire la même chose. J'ai du mal toujours à faire la même chose. Je vois pas à quoi ça aurait servi de rajouter une ligne à son CV. Par contre, effectivement, un sujet me tient à cœur, c'est peut-être mon âge qui avance et qui me rend compte que les problèmes de ce monde sont bien souvent liés à la fluidité entre les êtres humains. Et que qu'on soit Pierre, Paul, Jacques, jaune, noir, bleu, plutôt riche, plutôt pauvre, plutôt gros, plutôt je sais pas quoi. Enfin bref, il n'y en a pas deux pareils. Donc on se retrouvera toujours à dire que les autres sont nuls. Et vu qu'il n'y en a pas deux pareils, ça n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais à réunir un collectif autour de soi pour dire nous on a la vérité, nous on sait, nous on est bien et les autres sont pas bien. Bon bref, et ce serait de retrouver une certaine fluidité. Et moi j'ai un véritable souci assez bête, c'est que j'ai la chance d'évoluer dans un sacré terrain de jeu, que ce soit les mers, que ce soit la terre, que ce soit les montagnes, que ce soit tout ce que l'on veut, enfin bref, peu importe. Et on est forcé de constater, et encore nous on est relativement bien épargnés, même si on voit déjà des stigmates arriver du changement climatique avec nos épicéas qui sont en train de mourir, etc., etc. Des gens au milieu du Pacifique, des gens au milieu des déserts se retrouvent dans des situations plus que compliquées d'un point de vue écologique, au point d'être obligés de quitter coutumes, culture,
ancêtres, tout, parce qu'on ne peut absolument plus vivre là où ils se trouvent. Et ces personnes quittent leur milieu naturel depuis des dizaines et des dizaines de générations, se retrouvent bazardées parce qu'on va ailleurs, hein, quand on n'en peut plus et que c'est plus vivable chez soi. Et quand on se retrouve dans un ailleurs, l'ailleurs, ça y est, s'appelle les pays occidentaux, les États-Unis, l'Australie, l'Europe. Et ces gens sont tout simplement, purement et simplement mis dans des camps. Et c'est le nom que ça a, un camp de réfugiés écologiques. C'est juste insupportable. Donc je sais pas si ça sert à grand chose tout ce que je fais autour de cette idée de vouloir aussi, en plus de tout ce que je développe et qu'on a évoqué, de dire que un micro, une caméra va se tendre au moment de mes réalisations d'aventure, mais que dans tous les cas, il sera vraiment nécessaire de dire et de rappeler, oh les gars, c'est pas tout à fait normal d'accueillir un être humain de notre espèce humaine de cette manière-là. Ouais. Ne nous étonnons pas si pour le reste, ce soit pas terrible, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me dérange. Alors, je profite effectivement, comme là, il y a quelques mois en arrière, je décide de vouloir réaliser Galia 480 et je vais un peu à contre, enfin, je te grille un peu la priorité pour dire que je n'ai pas pu faire Paris-Dakar. J'avais effectivement évoqué après l'Atlantique de vouloir faire Paris-Dakar en vélo et de vouloir en battre le record et d'aller un petit peu me balader dans les déserts pour pouvoir aussi focaliser, déjà faire plaisir à l'un de mes partenaires avec lequel on est au-delà d'un partenaire, on est dans une relation, on va pas dire de copinage, mais vraiment et ça me faisait très plaisir de dire Paris-Dakar pour une marque automobile qui se décarcasse pour moi vraiment, et que c'était aussi l'occasion de décarcasse en vélo. En vélo. Et que qui me donne des possibilités, des moyens énormes. Donc c'était vraiment plus que fait pour eux, et c'était chouette de faire Paris-Dakar en vélo. On aurait pu créer tout un projet avec des rencontres. Bon, bref, ça n'a pas pu se faire pour des raisons que l'on connaît liées à la crise sanitaire. Donc j'ai décidé d'aller faire Galia 480, la Gaule en 480 heures. J'ai repris les mêmes mensurations que Paris-Dakar, 5000 km, et j'ai sillonné la France avec un parcours taillé à mon idée, avec des coins de France que je ne connaissais pas, des difficultés, etc., etc. Et toujours la même chose, l'idée de vouloir créer une fluidité entre les êtres humains. Tous les soirs, je ne savais pas du tout où j'allais dormir, par exemple. Donc, on communiquait via les réseaux sociaux, bien pratique pour ça, en disant Stéphane, ce soir, arrivera vers tel endroit qui est prêt à l'accueillir. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'avais une balise sur moi. On savait en temps et en heure, à la seconde près où j'étais. Des gens sont venus rouler avec moi, m'amener à manger. Enfin, c'était un formidable. Et là, je peux dire qu'il y avait de la fluidité. Là, le français égoïste, le français pense qu'à lui. Non. Niet. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Dans l'objectif, c'était toujours de trouver quelqu'un qui t'accueille pour dormir à la maison. Exactement. Et je crois que cette idée, même si ça me tient vraiment à cœur, même si on ne peut pas penser qu'à ça quand on réalise des performances et quand on réalise des aventures de façon assez importante, mais derrière, ça doit être là. Donc, avant même de partir au Pacifique, le Pacifique est un énorme projet, de vouloir partir du coup en équipage. Il est hors de question de repartir comme ça en solitaire et puis effectivement d'une façon un peu besogneuse. Déjà, ça n'aurait pas totalement du sens envers ma cause noble personnelle actuelle. Et par contre, de partir en équipage, de partir d'île en île, c'est-à-dire, d'île en île, on met 1 mois et demi quasiment entre chaque île à la rame, de choisir 4 îles qui sont des îles en souffrance et de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un bateau voilier, relais, qui parte avant moi, qui arrivera bien avant moi, qui prépare le terrain, déjà de faire des reportages. J'imagine Arte, j'imagine Ushuaïa, j'imagine une grande chaîne de télé. Tu veux vraiment mettre l'accent sur les réfugiés climatiques. Bien sûr, effectivement, ça me semble non un prétexte, mais une pierre à l'édifice, une goutte d'eau. Mais si on est tous à avoir des gouttes d'eau avec ces outils et ces compétences, c'est aussi, en plus de, effectivement, faire un énorme spot de pub sur moi, aller vendre de la conférence sur tout ce que je développe, qu'on a parlé, etc., la préparation mentale, etc., etc. Oui, d'accord. Mais au-delà de ça, pouvoir être capable de dire, j'ai contribué d'un pas grand-chose, mais si tout le monde contribue d'un pas grand-chose, on en arrive à retrouver une certaine fluidité entre nous tous, au point de dire que la Terre, il y a quand même de grandes chances qu'elle fonctionne mieux. C'est ça, en fait, la problématique. Et ben, je peux dire que si je peux contribuer à éveiller un peu les consciences, à mon échelle, à mon niveau, comme plein d'autres le font, attention, je ne suis pas le seul, mais qui peuvent un jour dire, moi, agriculteur, qui fait de l'agriculture parce que j'ai besoin d'avoir un chèque sur le coin de la table, quand le marchand de blé vient récupérer le blé que j'ai planté, et parce que j'ai besoin de ce chèque pour vivre. Mais si je prends totalement conscience
conscience que je fais quand même du blé avec des produits chimiques, etc., et que finalement, est-ce que je chercherais pas aussi une solution en plus du chèque qui soit d'avoir une autre démarche? Oui, ça va peut-être me coûter, oui, il va y avoir des pots cassés, mais j'aurai une démarche éthique et je sais que j'aurai un peu plus de chance à me regarder dans les yeux en me disant oui, je retrouve une certaine fluidité entre les gens que je nourris avec ce blé-là. J'ai l'impression que je serai gagnant de ma démarche. En fait, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et ça me plaît. Alors, pour pouvoir avoir le droit de dire ça, ça passe aussi par des étapes telles que, effectivement, comme l'année prochaine, traverser quasiment le Sahara en intégralité, le Sahara algérien. Ouais. Alors là, tu le ferais comment? À pied. À pied, avec une remorque derrière pour pouvoir aussi tracter toute mon eau, etc. Ça aussi, c'est dans la démarche. Oui, bien sûr que c'est un spot de pub. Oui, bien sûr que ça va enrichir mes propos de conférence auprès des entreprises. Évidemment, et chaque aventure enrichit aussi. Il peut même enrichir un futur livre, etc. Mais surtout, va aussi donner du sens avec ce flux migratoire, etc. Ce qui est remarquable, c'est que tu t'engages effectivement pour les réfugiés climatiques. Pour Galia 480, tu t'es engagé pour une association qui était une association basket au pied, qui pour les enfants en pédiatrie, hein, c'est ça? Les enfants atteints de cancer qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller se balader, voire qui terminent dans une bonne majorité leur vie à l'hôpital, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir des masques de réalité virtuelle pour pouvoir aussi voyager et aussi partir à l'aventure. Ça, c'était formidable. C'était une belle opération, vraiment. À chaque fois, sur chaque aventure, tu as. Je sais que tu soutiens aussi une association autour d'un petit garçon qui est autiste. Donc, chaque fois, finalement, tu associes tes aventures et en fait, le collectif est super important pour toi et il y a une forme de générosité qui sort finalement du cliché de l'aventurier solitaire, en fait. Je sais pas ce que je fous à faire un sport individuel. J'aurais toujours rêvé d'être handballeur au rugbyman. Je te l'accorde. Alors, j'avais à tout prix besoin de cette nécessité due à mon éducation et à mon enfance de vouloir m'exprimer moi-même avant de m'exprimer dans un collectif. Alors, je crois bien que j'y suis presque parvenu à trouver un compromis entre mes démons et puis ma force et mon altruisme. Mais oui, effectivement. Alors, attention, bien faire attention aussi dans l'idée de vouloir soutenir des projets à titre, je sais pas, humanitaire, avec des causes nobles, etc. Comme ça, juste peut-être pour faire un petit plus. Non. Avant tout, même, Basket au pied, par exemple, Antoine, qui est créateur de Basket au pied, est un copain, est quelqu'un de cœur, est un ami, etc. Quand à l'UTMB 2014, je soutiens maladie foie enfant, c'est parce que en allant chez mon dentiste 6 mois avant, il me dit wow, écoute, la petite est née, mais on nous l'a bien dans la panade, elle a un problème de foie et effectivement, si dans les 3 ans il a pas eu les opérations, c'est quand même terrible. Je mets un écusson, je fais top 10 à l'UTMB, à la ligne d'arrivée, c'est le part de Grégory Marshall qui est le speaker et qui me dit dis donc c'est quoi ton petit écusson dans le dos? Il y a 20 000 personnes à l'arrivée, je dis un petit mot, voilà, et moi bêtement je dis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi je fais que courir, mais bon, je cours et on me tend un micro et j'ai un écusson, mais je vous parle en nom de mon dentiste il y a 6 mois en arrière. Bilan des opérations, le président de l'association me dit une semaine après, incroyable ce qui a pu se passer autour de l'association, les dons, les machins, les trucs. Donc voilà, et idem pour Émile. Je viens au club d'aviron de Gérardmer, je dis écoutez les gars, je sais pas si vous êtes au courant, j'aimerais traverser l'Atlantique, mais par contre j'ai jamais mis mes pieds dans un aviron. Donc il m'a dit écoute, on veut bien t'amener quelques balbutiements. Et Baptiste, l'éducateur du club, commence un petit peu à m'exprimer, à m'aider, à m'accompagner, à bien rigoler. Ils se sont bien foutus de moi. La première longueur du lac de Gérardmer ne faisait pas 2 km, mais 5 ou 6, je pense. Effectivement. Et puis voilà. Et il s'avère que Baptiste, effectivement, est dans une démarche avec Émile, de son fils autiste, dans une démarche très pédagogique, avec 70 bénévoles, avec une méthode américaine totalement dénuée de ce que l'on peut trouver comme système éducatif autour de l'autisme chez l'enfant, etc. Et nous vient l'idée autour d'une raclette de dire, tiens, pendant ma traversée de l'Atlantique, Émile est né un vendredi à 6h11. Pas de problème. Tous les jours, tous les vendredis à 6h11, l'heure que je rame, ces kilomètres-là, tu les rajouteras aux 24 heures de machin. Et
confinement, parce que je rame pendant le confinement dans l'Atlantique. Oui, c'est ça. Tout le monde se met à faire un peu de l'ergo à la Bien maison. sûr. Il commence à rassembler les kilomètres et il a terminé. Il passait des journées entières à collecter tout les ce que les kilomètres. messages, les photos, etc., c'était etc., sympa. autour de ce truc-là. Donc voilà aussi comment. Et pour basket au pied, exactement la même chose. Pendant Galia, c'est aussi l'occasion de dire voilà ce qu'il en est. Mais c'est avant tout, c'est Antoine. Alors oui, c'est pour les enfants, mais je veux qu'il y ait du sens. C'est pas fait comme ça pour se donner bonne figure, pas du tout. Ah non, mais c'est super. Super, encore une fois, sur chaque aventure, il y a une démarche vraiment, et ça renvoie toujours au collectif et finalement à tout ça. Alors, je vais en venir à avant d'aller encore un peu plus sur des choses, et je remercie nos auditeurs d'écouter toujours cet épisode. Non, mais c'est parfait. On n'a pas de limite de temps, donc et vraiment mais bon, on va avancer. Aujourd'hui, quand tu n'es pas en aventure, tu accompagnes alors les personnes, je le dis parce que c'est important, les personnes, les groupes, les organisations. Tu fais des conférences, tu es préparateur mental, tu es diplômé, certifié en préparation mentale, mais tu accueilles aussi pour des stages ici dans les Vosges des personnes qui auraient envie naturellement de progresser et d'avoir toutes ces approches. Donc je le dis pour nos auditeurs sportifs, hein, vous verrez, il y a une chouette ambiance. Mais tu fais aussi des personnes, tu dis débutants, etc. On a un peu de mal à imaginer finalement qu'un champion comme toi puisse s'occuper aussi des débutants. Comment ça se passe? Alors, je le dis pour tous nos auditeurs qui voudraient progresser ou se lancer finalement dans le trail ou dans la course à pied. Alors, il n'y a pas, enfin, moi, en ce qui me concerne, tu l'as bien compris, et je pense que l'ensemble des personnes derrière le poste, entre guillemets, l'ont aussi entendu. Ce qui ne m'intéresse, c'est pas forcément la performance. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement l'histoire d'avoir un outil à disposition pour pouvoir dire que l'on va parvenir à ses fins, en tout cas à s'exprimer. Alors, il y a des gens qui choisissent le sport, il y a des gens qui choisissent la musique, la cuisine, etc., etc. Moi, c'est le sport qui me suis tombé dessus. J'aurais presque préféré passer mon temps à m'exprimer au travers de romans, à écrire des livres, j'en sais rien, ce que je commence à faire, mais j'aurais préféré ça. Mais c'est le sport. Alors, effectivement, toutes les personnes qui se rapprochent de moi, que ce soit des personnes expérimentées, voire des champions, tout comme des personnes qui arrivent dans l'activité, je ne fais aucune différence. Alors, ça me donne certes une certaine capacité d'adaptabilité sur le contenu des séances, ça je te l'accorde, mais dans tous les cas, je veux surtout que les personnes aient une démarche et que cette démarche soit vraiment dans le même sens que celui que moi je me suis donné. Et je peux te donner un simple exemple, je peux t'en donner plusieurs, mais celui-là je le trouve très marquant. Chef d'entreprise de 2 très grosses entreprises sur Annecy qui me passent un coup de téléphone et qui me dit voilà 17 ans que j'œuvre et j'ai de belles réalisations de 2 belles entreprises sur Annecy, mais enfin j'ai quand même l'impression que le regard que portait sur mon physique ma femme et mes filles il y a 17 ans en arrière a légèrement évolué. Je n'ai pas besoin de t'en dire davantage. Et si tu veux, il me dit tu vois, moi j'ai beaucoup entendu ce que j'entends de temps en temps sur toi, notamment au travers de podcasts et autres, et effectivement l'idée de vouloir avoir une cause noble personnelle serait peut-être de retrouver dans les yeux de ma femme et de mes 2 filles, qui ne sont absolument plus dans le besoin pendant 14 générations, de peut-être avoir un autre regard et l'œil qui repétille un petit peu. Et il me dit, je trouve que là, j'ai à disposition un terrain de jeu, la course à pied, le trail, c'est pratique pour moi en fonction de mes horaires de travail, c'est très pratique. Et j'ai choisi effectivement de vouloir faire le 42 km du trail autour d'Annecy qui s'appelle la Maxi Race. Alors là, tu vois, par exemple, quand quelqu'un m'appelle comme ça, cette personne n'a absolument pas fait de sport depuis 17 ans et me présente les choses comme ça. Et moi, je signe tout de suite, j'ai envie de te dire. Parce que là, je sais qu'effectivement, on va rentrer dans une démarche. Et surtout, que cette personne a aussi l'intelligence d'avoir fait correspondre le niveau de sa cause noble personnelle avec le niveau de la contrainte. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai une cause noble personnelle, alors ça déjà c'est chouette, c'est déjà la première chose, et donc je dois le faire correspondre par un événement remarquable, du même niveau qui va faire que quand je vais le franchir, la ligne d'arrivée de ce 42 km qui a demandé, après 17 ans sans sport et d'opulence de chef d'entreprise, au travers de repas plus fournis les uns que les autres. Je sais de quoi on parle.
se retrouve dans une situation où là, il me dit, faire un 42 km de trail après 17 ans, ça va mettre 2 ans, au moins, c'est pas évident, mais c'est du niveau de sa cause noble. Ce gars m'aurait dit, j'aimerais, en passant la ligne d'arrivée, qui ont vu que ma femme et mes filles, je leur ai expliqué ma démarche, qui n'était pas juste d'aller courir parce que je voulais fuir la maison, c'est parce que je veux retrouver, et qui sont là à me voir tous les jours ou tous les 2 jours, et qui sont là le jour de l'arrivée du 42 km. Oui, et forcément, ça va pétiller et il sera payé de sa cause noble. Il n'y a pas de problème. Il m'aurait dit, je veux faire la diagonale des fous. J'aurais dit, écoute, tu as une cause noble, mais elle est trop lège par rapport à la contrainte qui est là. Ça, c'est un élément. Et là, on rentre dans une discussion qui, pour le coup, m'intéresse. Et je suis beaucoup plus branché par ce genre de projet que par un projet de forcément, je voudrais réaliser telle ou telle performance. Alors oui, c'est bien. C'est toujours même, c'est entre la flatterie d'avoir un athlète plutôt connu ou reconnu qui te demande de l'accompagner dans une démarche et puis que pour un peu il figure bien dans le magazine ou sur le podium, ça puisse t'envoyer une petite décharge d'adrénaline ou c'est sympa. Oui, ok, c'est sympa, mais est-ce que c'est véritablement le plus intéressant du boulot? J'en suis pas persuadé. Ou auquel cas, l'expertise chez ce genre d'athlète est sympa parce qu'on va dans une finesse, parce que on va dans un domaine que je connais bien et que j'aime aussi, mais c'est pas, enfin les deux sont amplement aussi intéressants les uns que les autres et voir ce bonhomme franchir la ligne d'arrivée du 42 km m'a rempli autant de joie que celle, effectivement, de savoir qu'on a, entre guillemets, entre les mains, parce qu'ils sont aussi des grands garçons autonomes, avoir des gars qui soient capables de faire dans les 10 premiers des courses internationales. Donc, l'un comme l'autre. Et à partir de là, le challenge m'intéresse tout autant, entre guillemets, en ce qui concerne le job. Je mettrai, pour les auditeurs, je vous mettrai en ligne dans le descriptif de l'épisode tous les liens pour retrouver ce que propose Stéphane en stage et en préparation mentale aussi, parce qu'il n'y a pas que la course à pied, il y a tout ce qui est préparation mentale, il y a et développement personnel. Mais alors attention, il faut avoir un lexique vosgien. Voilà, et ne pas être trop susceptible parce que une des valeurs de Stéphane, c'est qu'il est absolument pas hypocrite, donc il est brut de décoffrage, donc il a tendance à dire les choses comme elles sont. Voilà. En tous les cas, c'est quoi tes projets maintenant? Donc on a compris, il y a le Sahara, il y a le Pacifique, t'en as d'autres alors plus sur l'aspect séminaire, voilà. Ouais, alors les projets, bah déjà, oui, effectivement, d'un point de vue sportif, ça va être de traverser le Sahara algérien l'année prochaine à pied, donc une belle bambée de 1800 km, si tout entre 1800 et 2000 km, en autonomie, seul, à me débrouiller au travers de ce Sahara. Ensuite, peut-être une étape intermédiaire avant d'aller vers le Pacifique, parce que, en gros, pourquoi ça met tant de temps à arriver au Pacifique, c'est que je pense qu'il faut être capable d'avoir suffisamment aligné correctement les planètes pour être capable d'avoir d'un tel projet comme le Pacifique, parce que tout le monde l'a bien compris, c'est un projet plutôt d'une grande envergure, et est-ce que les fenêtres sont correctement alignées, est-ce que les planètes sont correctement alignées? Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Est-ce que je suis suffisamment connu dans ce milieu-là au point d'attiser des personnes disant « Eh, dis donc, on le ferait bien aussi avec toi, pas que dans le bateau, mais dans le projet global », certainement pas. Auquel cas, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut encore continuer à travailler, d'avoir des étapes intermédiaires pour pouvoir correctement aligner les planètes. Et ça me semble bien que ça se mérite, parce que ce sera aussi la fin d'une grande odyssée avant certainement de partir vers autre chose. Donc, le Sahara, certainement une ou deux étapes intermédiaires avant d'aller vers... Mais à chaque fois, chacune se tienne les unes aux autres. T'as le record du monde du dénivelé positif aussi. Alors j'ai un record. Alors ça, on est vraiment là par rapport au projet du mois de septembre, totalement dans une démarche professionnelle et de recherche-développement. C'est-à-dire que le 17 et 18 septembre, je tente le record de dénivelé positif en 24 heures. Grosso modo, quand vous montez un étage d'un immeuble, vous avez fait 3 mètres de dénivelé positif, à peu près, en montant les petites cages d'escalier. Et donc, là, en 24 heures, je vais tenter de passer au-dessus de 17 218 mètres de dénivelé positif. J'ai choisi une toute petite piste de ski, là-bas, à Gérardmer, à 10 minutes d'ici. Et je vais faire des allers-retours dans cette piste de ski qui fait 64,76 mètres de dénivelé positif. Et je vais tenter, à coup de 250 montées-descentes,
au bout de 24 heures d'avoir fait. Alors, alors on va me dire, dis donc, avec tout ce que tu viens de nous raconter, je vois pas en quoi ça rentre là-dedans. Bien sûr que non, mais par contre, ça rentre totalement. Je voulais juste parler de ce projet immédiat, en fait. Voilà. Mettre un peu le projecteur dessus. C'est un projet qui a pour but professionnel, notamment pour tous les athlètes que j'entraîne. Je me suis totalement remis en question d'un point de vue entraînement. Je ne me suis pas du tout entraîné comme mes principes et comme j'ai toujours eu l'habitude de faire et comme j'entraîne mes athlètes. J'ai tenté d'autres choses en allant plus vers la préparation physique, en tentant d'autres choses, accompagné de Benoît qui a aussi une autre façon d'entraîner et on essaye de faire ça pour Benoît Gandolfi pour me faire progresser. Champion en KV, il a besoin, et on sait, et je tente des choses. Je suis en régime cétogène strict depuis plus de 2 mois et demi, c'est-à-dire que je ne mange plus aucune source de glucides pour justement tester cette possibilité de pouvoir tenir très longtemps avec ce régime qui est d'utiliser les graisses plutôt que d'utiliser les sucres. Je passe d'une réserve de 2000 calories qu'il faut tout le temps en remettre, du bois dans le fourneau, à une réserve de 27 000 calories en graisse, un peu comme le poêle à granules qu'on utilise que ça et qu'on en remet que de temps en temps. Tout ça, c'est des phases de test et d'expérimentation et je profite de ce challenge pour pouvoir tester ça. Ça, c'est un point de vue professionnel pour peut-être aussi augmenter mes capacités, voire mon expertise, voire faire évoluer aussi la manière dont j'accompagne les 80 athlètes que j'entraîne. Voilà. Donc après, au-delà de ça, les projets immédiats, ils sont aussi d'ordre professionnel parce que forcément, je vois bien que tout ce que je fais attise et demande aussi de partager et ça fait aussi partie du partage. Au-delà de mettre du beurre dans les épinards, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, il est surtout de partager. Et de toute façon, ça me semble être finalement la chose la plus intéressante et la plus embellissante qui m'intéresse au travers de tout ce que je développe, c'est le partage. Et je pense que j'arrive à un âge, ce serait quand même très dommage de ne pas partager. Je ne vais pas dire de plaire à tout le monde parce que je ne suis pas là pour plaire, mais le partage. Et si 1 ou 2% de ce que je peux raconter peut aider quelqu'un ou peut étayer ou peut-être davantage solidifier quelqu'un, je trouve ça juste chouette, ou ouvrir les yeux sur un truc, je trouve ça juste chouette. Donc effectivement, là, le projet est aussi de devenir un petit peu formateur d'entraîneurs de tous les athlètes qu'on entraîne, parce que le volume gonfle, donc l'entreprise gonfle, donc il est vraiment nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir et avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire, de transmettre, de partager et de faire vivre tout un groupe effectivement autour de l'accompagnement. Donc effectivement, on accompagne dans le sport, mais on accompagne aussi en préparation mentale les chefs d'entreprise comme les sportifs de haut niveau. Mais bien souvent, il suffit de changer les mots de vocabulaire, entre guillemets. Et on est aussi dans l'accompagnement, j'ai envie de dire, de tout un projet, d'une grande idée de personnes comme par exemple les réfugiés écologiques et tout ça. Et je compte bien dans mes années futures, quand le terrain et le sport ne seront plus dans mes capacités, de pouvoir aussi avoir la chance d'œuvrer pour pouvoir, grâce à une notoriété peut-être, et il ne faut pas avoir peur de le dire, si ça peut être au profit effectivement de monter des projets qui mériteraient, en termes d'humanitaire, et notamment des réfugiés écologiques, j'en serais plutôt fier. Ouais. Comment ça se passe une journée de Stéphane Brognard? Alors, t'as des rituels, voilà, un petit peu... Stéphane Brognard, il se lève entre 5h30 et 6h. C'est à peu près le seul moment où je me retrouve à peu près au calme, ou pour écrire, ou pour m'occuper de mes athlètes, ou pour... Enfin, en tout cas, c'est très tourné vers les autres. À partir de 5h30, 6h du matin, je veux à tout prix, quand les athlètes se lèvent, ou quand les personnes que j'accompagne, ou les personnes qui me demandent une conférence, quand tout ça est prêt, quand ces personnes vont arriver au travail entre 8h et 9h, ils pourront avoir ce qu'ils m'ont demandé la veille ou 2 jours avant. Et moi, quand je suis en train de m'entraîner à partir de 10h à partir de 9h jusqu'au midi, j'ai l'esprit tranquille de ne plus avoir la pensée parasite de me dire ils vont me relancer parce que je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé. Donc c'est souvent le cas et idem pour l'après-midi. Bien souvent, je travaille, je m'entraîne, j'écris et je fais tout ce que j'ai à faire, y compris en ce moment la rénovation de toute une maison. Enfin bref, pour pouvoir accueillir davantage des gens auprès de nous là à Rochesson.
Et puis arrivent vite les soirées où beaucoup de sollicitations, notamment en début de soirée, me sont demandées les conférences pour les conférences ou les choses comme ça. Beaucoup de conférences reviennent et qu'une fois que j'ai fait tout ça, à 21h généralement, je fais pas long feu et je reprends mes journées. Voilà. Ouais, j'imagine. Bon, tu nous l'as dit, donc tu nous as parlé un petit peu de tes projets. Dans ton cheminement personnel, est-ce qu'il y a quelque chose, une rencontre, une personne, quelque chose je veux pas revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure sur finalement ta cause d'homme personnel, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été révélateur, qui t'a fait avancer, ou voilà, alors qui t'a fait passer un cap? Ouais, alors des gens qui m'ont fait... Alors 2009, vous l'avez bien compris, 2009 est une année plus qu'importante, et quand on a 30 ans, on n'a pas toujours des références qui sont forcément hautement littéraires ou peut-être philosophiques ou de niveau qui pourraient sembler incroyables d'avoir eu la rencontre d'une vie, mais au travers de mon sport, qui était donc le trail et l'ultra-trail, pour lequel on se passionne et on épluche, on étudie, il y a un bonhomme qui s'appelle Marco Olmo. Marco Olmo est un Italien qui, à l'âge de 56 et 57 ans, en 2006 et 2007, gagne 2 fois de suite l'ultra-trail du Mont-Blanc, à des âges quand même plutôt avancés. Donc ça intrigue, et effectivement, j'ai commencé à me rapprocher et à trouver que ce personnage, Marco Olmo, avait eu un parcours de vie qui me semblait assez similaire et du coup forcément beaucoup plus parlant. Et Marco Olmo avait l'habitude de dire pas vite, mais tout le temps. Ouais, bon, on entend ça, et puis on se dit, ouais, mais quand on a 30 ans, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et effectivement, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ma démarche, je me suis rendu compte qu'effectivement, le pas vite, mais tout le temps, déjà dans un premier temps, moi, ça m'arrangeait le pas vite, parce que je n'ai jamais été... Et c'est comme ça, avoir les qualités physiques et physiologiques d'être un mec rapide. Par contre, le tout le temps, je me suis rendu compte que c'était très très compliqué. Et que l'être humain n'est pas habitué à vouloir faire longtemps et pas vite. Parce que il aime vite fait, et puis comme ça c'est fait, j'ai envie de dire. Là, il fallait faire pas vite, mais tout le temps. Et effectivement, il dit qu'il gagne l'Ultra Trail du Mont Blanc en faisant pas vite, mais tout le temps. Et c'est un mantra qui m'a suivi quand même un paquet d'années, et qui me suit encore, et qui m'a aidé dans bien des situations que je dis allègrement aux athlètes. Alors c'est simple, hein, mais Marco Olmo et l'ensemble de son œuvre, parce que véritablement Marco Olmo était quelqu'un à qui on peut s'intéresser au-delà du sport, mais qui a développé toute une forme de philosophie, et effectivement tout ce que on a pu dire a été un personnage, enfin en tout cas quelqu'un qui de son état, à l'époque où je l'ai rencontré, surtout, il aurait été maintenant, peut-être que ce n'aurait pas été le cas, a été quelqu'un notamment avec ce pas vite mais tout le temps. Et je crois que ça fait souvent des ravages le tout le temps. Et ça, je crois que dans tous les domaines, avoir cette force n'est pas une force facile pour un être humain qui a tendance à vouloir faire, notamment en 2021 et notamment dans nos sociétés qui vont de plus en plus vite, de vouloir avoir tout de suite, d'aller très vite et de passer du coq à l'âne, etc., etc. Le pas vite mais tout le temps, c'est-à-dire partir en gardant sa ligne de conduite, avec sa cause noble, de savoir exactement qu'on va y arriver. On ne sait pas si on va y arriver et quand, mais on sait que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a du sens pour aller vers ce qu'on veut et continuer. Et peu importe ce qui arrive, on doit toujours être en mouvement. Pas vite mais tout le temps est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Il y a quelque chose, j'invite nos auditeurs à aller à chercher, vous tapez Stéphane Brognard, vous allez chercher ses vidéos, etc. et tous les interviews qu'il a pu donner. Vous verrez en particulier cette démarche de pas vite et tout le temps. Quand Stéphane part, à l'entraînement, il peut monter. Alors d'abord, il aime bien les sentiers qui sont pas des sentiers battus, il aime bien les sentiers... Voilà, il expérimente, il part comme ça dans la montagne, et puis il peut avoir des moments de contemplation. Voilà, il sait se poser, il regarde la nature, il n'est pas dans quelque chose qui est staccanoviste, il est plutôt dans quelque chose qui est une démarche vraiment qui lui correspond, mais qui est une démarche d'écologie globale. Voilà, et donc c'est ça, en fait, le pas vite et tout le temps, c'est de savoir prendre aussi le temps de s'arrêter avant de repartir, de regarder la nature, finalement d'être un peu en pleine conscience. Et tout à fait, c'est exactement ça. Là. Alors on parle de la pleine conscience, je voulais pas non plus évoquer tout un
tout un registre et tout un pan qui m'anime forcément au quotidien, malgré les gens qui me connaissent au quotidien, plutôt fonceur, plutôt actif. Mais effectivement, dans ma pratique, est une pratique plutôt méditative. Alors, les sports et les activités que j'ai choisies, ramer 13 heures par jour, courir très longtemps, sont une méditation en mouvement. Effectivement, alors étayé de tout ce que l'on a évoqué pendant ce podcast, mais effectivement, sont tout à fait dans cette registre pour les personnes qui ont un peu d'appétence pour ces méditations en mouvement, ces pleines conscience, etc. On l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant effectivement qu'on ne débranche pas le cerveau quand l'on pratique, mais on est totalement connecté, bien au contraire, et à tout ce qui se passe dans un environnement proche pour justement, plus on est connecté, ici et maintenant, la tête exactement à l'endroit où se trouve le cerveau, on est plutôt dans quelque chose qui va apporter un certain bonheur. Et plus on a de moments et d'instants où la tête est là où est le corps, plus on va... Il n'y a que dans ces instants-là qu'on est heureux. Alors, dans les sociétés modernes, comme l'être humain ne veut plus le faire par lui-même, on lui donne des propositions qui peuvent s'appeler un manège à sensations, une boîte de nuit. Moi, j'ai jamais vu personne de malheureux dans une boîte de nuit. La musique est forte, les gens dansent ensemble, ils ont la tête et le corps au même endroit, ils sont très heureux. Et puis, vous prenez la personne assise sur le banc, là-bas, avec une tête un peu comme ça, et on va lui demander à cette personne, mais dis donc, t'as pas l'air très heureuse. Et elle va dire, bah oui, puis il y a mon petit copain qui m'a largué la semaine dernière. Donc son corps est là, effectivement, mais la tête n'est pas là, on voit bien qu'elle est pas heureuse. Et ben moi, c'est exactement pareil. Effectivement, on est tous bourlingués dans nos vies avec tout un tas de bazar, avec plein de choses très intéressantes à faire à notre quotidien, sous contrainte, tourner ceci. Et que quand on rentre dans sa pratique, que je conseille à tout le monde, qu'elle soit sportive, cuisine, écriture, lecture, quoi que ce soit, ce moment très égoïste et narcissique avec soi-même, très égocentré, quelques heures et quelques minutes par jour, c'est pas grand-chose, on n'a pas tous le choix de pouvoir s'autoriser ça, sont des éléments qui peuvent rendre très heureux, mais surtout qui contribuent au développement personnel, et ça me semble là pour le coup une clé. Alors je sais pas s'il faut associer ça à la notion de bonheur, mais moi j'ai plein de petits bonheurs, et je sais pas si à la finale ça fera pas un grand bonheur, mais enfin en tout cas c'est comme ça. Alors peut-être on vient maintenant sur les deux dernières questions, et une en particulier qui est là. Si tu avais un livre à recommander, lequel serait-il? Et je pense que, sauf si tu as beaucoup changé, mais voilà, je te laisse venir là-dessus. Alors je vais forcément. J'ai pas voulu te brancher avant. Mais je vais forcément aller dans ton sens, mais pas totalement parce que du coup je vais en donner deux. Mais effectivement, Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Encore une fois, une rencontre d'un livre, l'un des derniers que j'ai pu lire dans ces fameux 8 mois de 2009. Alors au bon moment, au bon endroit, dans la bonne situation, j'ai envie de dire. Et là, il résumait. Je me demande même si j'aurais pas dû le lire en premier, j'aurais gagné 8 mois. Non, mais véritablement, c'est un livre, et je pense de toute façon que les personnes... c'est de là d'où vient Socrate. Voilà, pour Socrate, ceux qui connaissent le dernier, Le Guerrier Pacifique. Voilà, donc, voilà. Le Guerrier Pacifique, donc l'histoire vraie de Dan Millman, premier champion olympique de trampoline. En 1996 à Atlanta, à qui arrive une histoire très particulière, sportif américain, à qui arrive un accident de moto, et qui de là c'est la dégringolade, quelques mois avant les Jeux, et là c'est la dégringolade, et finalement tombe un peu dans une forme de dépression, l'alcool, etc., et rencontre un pompiste qu'il surnomme Socrate, parce qu'il ne sait pas quel nom donner. On va pas tout raconter, et finalement c'est du développement personnel pur et dur, c'est une histoire vraie, et là on rentre totalement dans ce que j'étais en train de faire en 2009. Donc forcément ce livre clé, il étayait bien, il donnait des exemples, c'est parfait là-dessus. Un autre livre forcément que je suis obligé de citer, mais là on est un peu plus loin, malgré tous les tonnes de livres que j'ai pu lire dans tous les sens, ce soit des récits d'aventure, toujours des histoires vraies, très peu de romans. Moi il faut que ce soit du concret, du documentaire, des récits d'aventure, ou même de la philosophie. Enfin, il faut que j'apprenne quelque chose. Faut pas que j'aie pas l'impression faut que ça existe, il faut que ce soit réel, concret. Alors j'en ai lu des tonnes et des tonnes, mais à son époque, là on est en 1999, Mike Horn décide d'écrire son récit qui s'appelle Latitude Zéro. Alors maintenant on entend parler de Mike Horn aussi bien dans les pages People que effectivement dans des récits d'aventure qui sont pas toujours des grandes aventures, mais qui sont ce qu'elles sont. Mais enfin, Mike Horn, ce type en 2009, on est encore
on est quand même assez loin encore de l'ouverture aux outdoors, comme maintenant tout le monde part un peu à l'aventure, décide de suivre le fil de l'équateur avec les moyens de l'époque qui n'étaient quand même pas ceux de maintenant, notamment en termes de communication, de matériel. C'est un tour de force terrible. Il part, il n'a pas totalement les budgets, il décide de suivre le fil de l'équateur et en faisant le tour complet de la Terre. J'ai envie de dire qu'une fois qu'il avait posé ça, plus personne sur Terre pouvait encore bien essayer de faire une aventure. Il n'y en a pas un qui lui arriverait à la cheville. Et que même lui, il a fait plein d'autres choses extraordinaires après. Il n'arrivera jamais à la cheville de ça. Et c'était juste l'idée, à ce moment-là, pionnier, d'une solidité incroyable, d'un effort incroyable pour aller au bout de sa cause noble, parce que lui, il a une bonne cause noble, parce que pour avoir mis en face une contrainte pareille, c'est qu'il a une sacrée cause noble à défendre. Il l'évoque d'ailleurs au début de son livre. Il n'était pas à son coup d'essai, il avait déjà descendu le fleuve Amazon en hydrospeed, etc., etc. Mais véritablement, ce récit est pour moi en 99, donc je suis pas bien vieux, hein, j'ai à peine 20 ans, a fait l'effet d'une bombe, entre guillemets, et je savais que tôt ou tard, j'irais vers cet état d'esprit accompagné de ce que je suis et pas de ce qu'il est, mais véritablement, alors je suis passé par d'autres étapes, mais 99, l'attitude zéro est à la portée de tous, à lire. Oui, il est pas du tout dans le très sympa voilà, très sympa, il est pas du tout dans l'idée de vouloir épater la galerie. Non, il explique simplement tout ce qui s'y passe avec son humour, avec ses mots, et avec ça ses véritablement difficultés, tout ce qu'il y a avec important dans mon domaine, et je ne voulais pas non plus griller la priorité à tous les invités que tu as qui ont certainement des références littéraires beaucoup plus de haut niveau, peut-être. Voilà. Merci Stéphane. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une prochaine émission? Alors, j'ai réfléchi quand tu m'en as parlé au début de l'émission, et je me suis dit que d'aller tout de suite donner la part belle à des gens qui ont peut-être été confirmés, dont j'ai la chance de pouvoir rencontrer. J'ai, depuis un an, rencontré une personne que je connais assez bien sans beaucoup la connaître. Il s'agit de Nathalie Bayon. Nathalie Bayon est une athlète qui fait du bikepacking, de la longue distance en vélo. Elle le fait souvent seule. Elle habite du côté de Grenoble. Là, elle vient d'avoir été faire une compétition en Slovénie. Elle est revenue toute seule avec juste ses petits bagages jusque par chez elle en Grenoble. Elle projette de faire le record du sud de l'Europe au Cap Nord, une bambée de plus de 5000 km en solitaire, toute seule, le plus vite possible à travers de tous ces pays, juste avec son petit vélo et 3 sacoches dessus. Elle a une véritable... alors, elle a une forme de discrétion, mais n'empêche que c'est une sacrée gaillarde, quoi. Et je pense aussi que, pour l'avoir côtoyée, parce j'ai beaucoup préparé des kilomètres, elle est venue ici, on a préparé pas mal de kilomètres ensemble pour aller justement préparer Galia 480. Et là, un truc... alors je sais pas ce que c'est, si tu arrives à le découvrir au travers de ton podcast, une forme de mise à nu entre guillemets, mais une véritable volonté, une inspiration, et beaucoup de personnes suivent Nathalie pour cette inspiration. Alors elle est jeune, elle a à peine 30 ans, mais je trouve que là on est vraiment au début d'une histoire qui risque certainement d'aller très haut dans la démarche. La démarche est juste, je trouve, incroyable. Nathalie, l'invitation est lancée. Voilà, Nathalie, l'invitation est lancée, et on se connaît, et on s'apprécie bien, mais je trouve qu'il y a un truc. D'accord. Voilà. Eh ben Stéphane, le mot de la fin est pour toi. Eh ben le mot de la fin, il est que je suis quand même plus... C'est donc la première fois qu'il y avait lieu au sein de la petite véranda qui nous sert de bureau ici à Rochesson, un podcast. Bien souvent c'était à distance, donc j'en suis plutôt flatté que maintenant des gens font le déplacement pour venir dans nos belles Vosges, se rendre compte qu'il ne fait pas que pleuvoir comme depuis quelques temps. Il fait beau, la pelouse est tondue, le linge sèche, et que j'étais très, très heureux encore une fois de partager tout ce que je fais en bonne compagnie, en espérant ne pas avoir été trop long. Alors, bien souvent, je me corrige, mais je mélange des fois, je pars sur un sujet et puis j'embraye sur un autre. Très bien. Mais ma foi, des fois, les phrases sont un peu longues. L'accent, j'espère, ne vous a pas forcément choqué de trop, mais enfin voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Ils ont l'habitude du mien, donc. Ils ont l'habitude du tien. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Enfin, en tout cas, moi, c'était un moment fort agréable. Voilà, j'espère que... Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, je pense que mon hôte sera capable de tout vous dire. On va tout vous
mettre, comme d'habitude, dans le descriptif de l'épisode. Je vous invite à aller voir les sites et tout ce qui concerne Stéphane Brognard. Vous y apprendrez beaucoup de choses et pour tous les sportifs, naturellement, ça ne sera pour vous une source d'inspiration. Stéphane fait aussi des conférences. J'ai eu l'honneur de partager avec lui il y a 2 ans une conférence. On était 2 co-conférenciers. J'ai fait sa première partie. Je m'amuse toujours à dire que j'ai fait sa première partie. Mais il fait aussi des conférences qui sont à la hauteur du personnage et qui sont toujours pleines d'enseignements, y compris pour les managers et les dirigeants. À très bientôt. Au revoir Stéphane. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, my face.